Je sais que c'est exceptionnel ce qu'il fait parce que j'en ai parlé autour de moi et tout le monde ne le ferait pas, quoi. Voilà, je suis en bonne santé. Les médecins m'ont dit que j'avais de tout bon rein, je vais dire, et je trouve que c'est logique que je peux offrir à mon épouse. Ouais, voilà, on va prélever un rein chez moi, je vais dire, et lui faire une greffe chez mon épouse. Moi, on enlève le droit et on le place chez elle à la gauche. Mais oui, il est lui exceptionnel. Ça, c'est sûr. J'aurais jamais osé dire à mon épouse, écoute, veux-tu me donner un rein? Ce sont des choses que, enfin, moi, j'aurais jamais demandé à personne. Dat is een zaak die uw familie moet doen, want dat ligt veel te gevoelig. Ça a été spontané de ma part. Tout de suite, je me suis dit, si jamais il a besoin de moi, je serai là pour lui. Je n'avais absolument pas peur de l'intervention. Nous faisions confiance aux chirurgiens. L'idée est venue de mon épouse. Je n'ai pas demandé. Non, c'était surtout le fait que je voulais l'aider et nous aider, nous. Les gens de ma famille, les membres de ma famille se sont proposés spontanément. Mijn zus zelf heeft mij gevraagd van dat niet alle dagen zomaar te zeggen, ik heb uw leven gered, bedankt en zo. Donner la vie à quelqu'un, ça n'a pas de prix et c'est merveilleux. Et ça rend heureux en tout cas. L'histoire de la greffe du rein s'écoule tout au long du XXe siècle à mesure des progrès de la médecine. En Belgique, le pionnier en a été le professeur Alexandre. Et donc c'est ainsi qu'on a commencé en juin 63 la première greffe de rein de cadavre, qui a été suivie par plusieurs autres, mais qui, surtout à la troisième greffe au mois d'août 63, a été suivie par une greffe de donneur vivant. Il s'agissait d'une jeune fille de 17 ans. On commençait à peine à pouvoir maintenir des gens en survie artificielle par la dialyse péritonéale, qui était encore à ses tout débuts. Son oncle, l'oncle de cette jeune fille, s'est offert de lui donner un rein. Cette jeune fille a été greffée, et quand on a eu fini la suture des vaisseaux sanguins, presque immédiatement après, l'urine est apparue dans l'urtère. Dans la salle de chirurgie, quel mouvement de joie, presque des frissons sont apparus chez certains, et chez moi en tout cas, de voir que ça marchait, n'est-ce pas, et que ça marchait bien. Et c'est ainsi qu'a commencé cette aventure. Le principe technique pour la greffe rénale est de placer le greffon dans la fosse iliaque, c'est-à-dire la région anatomique qui est située au-dessus de l'aine, et de brancher les vaisseaux, c'est-à-dire l'artère et la veine du greffon, sur les vaisseaux du patient receveur, et de brancher l'urtère, qui est le conduit qui va véhiculer l'urine du rein vers l'extérieur, brancher ce conduit urinaire sur la vessie. On va vous donner les papiers, on va vous donner un chapeau, et puis l'équipe infirmière et les anesthésistes vont vous amener en salle. Le don d'organes impose qu'il y ait compatibilité entre l'organe donné, le greffon, et l'organisme du receveur. La recherche de la compatibilité commence par une analyse sanguine et se poursuit par de nombreux tests. Ce n'est pas un médecin dans son coin qui, avec le donneur, va décider du prélèvement. Et la personne qui voudrait donner un rein doit être évaluée afin d'être sûre qu'elle est parfaite sur le plan médical, qu'il n'y a aucune contre-indication à la chirurgie et que d'autre part, elle n'ait pas de complications par la suite du fait d'avoir donné un rein. Le donneur va voir plusieurs médecins, va même voir généralement une équipe de psychologues ou une équipe de psychiatres, et donc c'est l'ensemble de ces avis qui font qu'à la fin, on décide du prélèvement chez une personne. Première étape, le typage ABO. Il faut que donneur et receveur aient des groupes sanguins compatibles.
Mais cela ne suffit pas. On va plus loin. À ce moment-là, on fait le typage HLA, une véritable carte d'identité génétique qui est propre à l'homme, qui existe dans toutes les espèces, mais qui s'appelle HLA chez l'homme, pour Human Leukocyte Antigen. Vous héritez ce système de vos parents, et donc vous avez 2 chromosomes paternels, 2 chromosomes maternels. Vous héritez d'un chromosome paternel et d'un chromosome maternel. Donc vous avez une chance sur 4 d'avoir dans la famille un frère ou une sœur qui a reçu les mêmes que vous. Mais dans la population tout venant, le polymorphisme est tel que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est identique à vous. La compatibilité totale existe, mais elle est rare. Heureusement, elle n'est pas indispensable. On va faire ce qu'on appelle le cross-match. Ça, c'est la compatibilité directe entre receveur et donneur, une fois qu'on a un donneur potentiel. Et là, on met alors le sérum du receveur en présence des cellules du donneur pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction, de destruction des cellules du donneur par des anticorps qui seraient présents dans le sérum du receveur. Pour le patient 119-119, on peut greffer. Merci, au revoir. Les donneurs sont essentiellement la mère, le père, les sœurs et frères, les enfants. Mais toute personne apparentée directement ou émotionnellement au receveur peut se proposer pour autant que sa démarche soit spontanée et généreuse. Ici aussi, la compatibilité n'est pas la seule inconnue de l'équation. Il faut qu'il n'y ait pas de toute forme de pression qui soit exercée sur le donneur, soit des pressions psychologiques, des pressions financières, exercées par le receveur ou par tout autre membre de la famille, par exemple. Un peu au cas par cas, mais certains voient le don comme un don d'amour, de reconnaissance, parfois qui est très lourd à porter aussi, qui peut être difficile à accepter. Don d'organes, don de vie. La formule est percutante, mais la relation du donneur au receveur et retour n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ça implique parfois une représentation de la dette, comment je vais pouvoir rendre à l'autre ce que lui me fait comme cadeau de la vie, comment je vais pouvoir continuer à vivre, est-ce que l'autre va me surveiller, est-ce qu'il va me demander plus encore, est-ce que je vais lui être redevable à vie de ce don-là. Vous pouvez très bien imaginer que monsieur donne ou décide de donner son rein à son père qui en a besoin et que son épouse s'y oppose tout à fait, en lui disant, et de manière assez légitime, assez judicieuse, « Enfin, tu ne te rends pas compte, c'est une opération qui est lourde, imagine, qu'est-ce qui se passe si il t'arrivait un gros problème, ou même si tu décèdes, et moi je reste seul avec les enfants. » Donc moi je m'y oppose. Et vous avez à ce moment-là quelqu'un qui est dans un conflit de loyauté. Une loyauté vis-à-vis de sa famille d'origine, vis-à-vis de son père, il voit que son père va mal, il veut donner, et en même temps une loyauté vis-à-vis de la personne qu'il a épousée, vis-à-vis de ses enfants, où là on lui dit ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Et vous avez des personnes qui à ce moment-là peuvent se sentir extrêmement mal. Je pense qu'il avait un peu peur des conséquences sur ma santé. Il estimait que l'un des deux devait rester en bon état de santé pour pouvoir s'occuper de lui, en fait. C'est prêt. Au bout d'un mois et demi de l'opération, moi, je participe au concours de pétanque. Je fais du vélo, je me balade, je vais au restaurant. Moi, c'est la vie normale. Je fais des projets, je pars en vacances le mois d'avril. Et puis, au mois d'août, je vais trouver ma famille en Italie. Tout a changé. Moi, je me sens vraiment... C'est presque tout derrière moi, tout ça. J'ai presque oublié que j'ai un rein greffé. Pour moi, ma vie, elle est tout à fait normale. Mais derrière cela, il y avait cette idée qu'en améliorant sa santé, en dehors de la dialyse, j'améliorerais aussi notre qualité de vie à tous les deux. Lorsque le rein est prélevé, donc on va le préparer pour la transplantation et on va donc le vider d'abord de son sang et le remplacer par un liquide qui va permettre sa conservation. Pour autant que la sélection du donneur ait été stricte et qu'on ait exclu toute contre-indication au don de rein, il n'y a aucune conséquence néfaste à long terme. Des études ont montré que
l'espérance de vie des donneurs, de même que leur fonction rénale, était similaire à celle de la population générale. Ce qu'on fait également au moment de la préparation, c'est de vérifier que toutes les structures de l'organe sont correctes et au besoin, s'il est nécessaire, si on a des variations anatomiques, on va essayer de pallier les petites variations pour le rendre plus facilement transplantable. Le greffon prélevé, le donneur peut désormais, comme chacun de nous en serait capable, vivre avec un seul rein, car le rein restant s'hypertrophie et accroît en conséquence sa capacité fonctionnelle. Donc il y a un suivi qui vise en fait à s'assurer de la stabilité de la fonction rénale et à dépister une éventuelle hypertension artérielle. Donc le donneur doit être vu de façon annuelle et on prend sa tension artérielle, il a une prise de sang et un examen d'urine pour s'assurer que tout est stable. Als u kijkt, het is nu al, hoe lang? 27 jaar dat we getransplanteerd zijn. En ja, in januari nu 27 jaar. Na 83, na de operatie, ben ik dus niet blijven stilstaan en heb ik terug mijn sportactiviteiten verder gezet. Zelfs meer getennist, meer gejogd enzovoort. Le corps humain est fait pour courir, est fait pour bouger. Donc il est clair qu'on va encourager tous les patients transplantés à reprendre ou à entreprendre une activité physique. J'ai connu un greffé de 65 ans qui a commencé, il n'avait jamais fait de sport dans sa vie, et il a commencé du tennis de table à l'âge de 65 ans et il joue encore maintenant plus de 70 ans en club. La qualité de vie d'une personne transplantée après par rapport à avant est nettement améliorée. Mijn broer die was ziek van als hij een jaar of 40, 41 was. En ik wist dat hij de ziekte had die mijn vader had, waar mijn vader aan gestorven is. Ik zei wel, als ik daar iets kan aan doen, zal ik dat doen voor u. Ik zal dat doen, zei, het is beloofd tegen hem. La transplantation rénale, comme toute autre intervention chirurgicale majeure, peut exposer à des complications qui peuvent être aiguës, c'est-à-dire immédiatement après la transplantation, ou bien se manifester à distance de la transplantation. Hémorragie, fuite urinaire, infection de la plaie, hématome sont les complications les plus courantes. Les complications à distance peuvent consister en le développement d'une hernie ou d'une éventration ou concerner l'artère ou l'urétère du greffon. Plus on fait attention pendant l'intervention aux petits détails dans la réalisation des gestes sur l'artère, sur la veine ou sur l'urétère, plus on minimise l'incidence de ces complications. Le suivi régulier après la transplantation permet de détecter les complications et d'y remédier. J'effectuais ce même travail avant la greffe. Et donc ça date d'il y a un an et maintenant j'effectue toujours le même travail dans les mêmes conditions, avec le même rythme, je dis rien n'a changé au niveau professionnel. C'est-à-dire que mon entourage, autant que mes collègues, tout le monde était au courant, vu que pour moi c'était assez soudain, je me suis retrouvé en dialyse du jour au lendemain. Donc effectivement ils étaient au courant que c'était un problème rénal et que la seule solution était une greffe. Avec mon employeur, tout s'est bien passé. On a donc eu un échange à ce niveau-là pour trouver des facilités à mon niveau. Et il a été très souple et très compréhensif. Et ça se passe actuellement, donc j'ai repris mon activité à 100% et tout se passe très bien, quoi. Mais la greffe rénale, comme toutes les transplantations, se heurte à un grave écueil, le rejet. Le rejet de greffe peut être un rejet qui survient de façon aiguë, c'est-à-dire qu'il survient dans les jours qui suivent la greffe. Il s'agit d'une réaction assez violente de l'organisme et en particulier du système immunitaire qui rejette les cellules du greffon comme elles rejetteraient un microbe et qui vont aller infiltrer le greffon. Il y aura une bataille immunologique qui va se dérouler dans le tissu rénal. Conséquence, les premières greffes, si elles étaient techniquement réussies, n'assuraient pas longtemps la survie des greffons. Heureusement,
sont apparus les médicaments anti-rejet. Avec les traitements immunosuppresseurs que nous utilisons actuellement, cela ne se produit plus que chez 15% des patients, 85% y échappent, et chez ces 15%, heureusement, on peut, chez la majorité d'entre eux, vaincre ce rejet en augmentant les traitements immunosuppresseurs, mais donc aussi parfois en payant le prix d'une majoration du traitement immunosuppresseur en vulnérabilité plus grande dans les semaines qui vont suivre vis-à-vis des infections, par exemple. Tandis que le rejet chronique surviendra au-delà de 6 mois, voire au-delà d'1 an, et éventuellement même plus tard. Et si l'on fait une biopsie du greffon, si l'on prend un petit fragment du greffon que l'on envoie en anatomie pathologique, on voit se développer des signes de ce que l'on appelle un rejet chronique. C'est-à-dire une intolérance qui apparaît lentement, insidieusement, mais sûrement au long cours, et qui fait en sorte qu'on peut perdre son greffon 10 ans, 15 ans, 20 ans après, de détérioration progressive due à ce processus de rejet chronique. Quand la fonction du greffon n'est plus suffisante et que l'insuffisance rénale se marque de plus en plus, on peut, comme solution, envisager une seconde transplantation, voire une troisième. Bonjour. Oui, très bien. On a fait votre prise de sang déjà aujourd'hui. Le secret de la réussite de la transplantation réside en un traitement immunosuppresseur bien conduit et bien suivi. Le principe de l'immunosuppression, c'est d'empêcher votre système immunitaire de reconnaître le greffon comme un étranger et donc de s'y attaquer et de le détruire par une réaction de rejet. Ça va, Jérôme? Mets ta louche dedans, mets ta louche dedans. Mets ta louche dedans, tu la laisses. Voilà. J'ai commencé à avoir les premières alertes et les premiers soucis début des années 80. Alors j'ai eu un traitement approprié. J'ai eu la chance que ce traitement-là a pu fonctionner quand même pendant plus de 25 ans, avant de tomber en dialyse. L'avant-greffe et l'après-greffe, c'est deux choses différentes. Le moment de la dialyse, toute énergie qui reste à un insuffisant rénal à cette époque-là, il consacre à sa dialyse, parce que je pense qu'en dehors de ça, c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'on a une autre activité. Hein. Tout de suite après la greffe, la médication est quand même un peu costaude, on va dire. Et puis petit à petit, on peut diminuer la dose des immunosuppresseurs. Et donc ici, on est assez vite tombé dans une vitesse que les médecins appellent une vitesse de croisière. Et donc, franchement, quand on est dans ma situation et qu'on est insuffisant rénal depuis 25 ans ou 30 ans, des médicaments, on en prend tous les jours. Et je prenais des médicaments en quantité beaucoup plus importante avant la greffe qu'après la greffe. Donc, tu mets tes assiettes comme ceci, bien étendre ta serviette, bien tirer dessus, une fois, deux fois. L'hygiène de vie, elle était là avant, puisqu'elle était là au moment de la dialyse, surtout puisque l'hygiène de vie, elle est liée à la dialyse. Et puis je continue un peu le même type d'hygiène de vie depuis que j'ai ma greffe, parce que avoir une greffe, avoir un don d'organes comme ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, ce greffon qui est là, qui est en moi, je tiens à le protéger, donc je continue à avoir une hygiène de vie importante. En règle générale, le traitement immunosuppresseur, puisqu'il nous empêche de rejeter le greffon, va nous empêcher aussi de reconnaître d'autres intrus que sont les bactéries et les virus. Et donc le patient greffé rénal va être plus susceptible de faire des infections, qu'elles soient virales ou bactériennes. Dans le même ordre d'idées, et peut-être à plus long terme, c'est vrai que le patient greffé va aussi moins bien se défendre contre le développement de cellules cancéreuses. Et donc ce sera une raison de plus de rester sous surveillance médicale tout au long de sa vie. Dans l'état actuel des connaissances, l'arrêt du traitement immunosuppresseur entraîne immanquablement le rejet du greffon, même après plusieurs années de bonne tolérance. L'étude des 500 greffes réalisées aux cliniques universitaires Saint-Luc depuis 1963 démontre que la greffe de rein d'après donneur vivant offre sans conteste les meilleures chances de survie du greffon, et ce, indépendamment du fait que le donneur soit apparenté ou pas au receveur. Aujourd'hui, ce qui est un peu, donc ce qui pose question, c'est le très grand nombre de patients qui attendent en liste d'attente et qui attendent parfois pendant des années pour obtenir une greffe compatible. Je dois avouer que
j'ai eu des contacts avec énormément de familles qui parfois venaient demander une greffe pour un fils ou une fille, etc. Et les parents venaient, oui, pour une greffe, etc. Et je les regardais, ils étaient encore relativement jeunes. Et j'avais envie de leur dire, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que vous ne vous proposez pas de donner un rein? C'est quand même votre enfant. Si c'était moi, je n'hésiterais pas une seconde. Avant, c'était pas une vie normale, quoi. C'est comme si j'avais eu vraiment un sac de briques sur le dos et que maintenant, je l'avais laissé tomber et que j'étais pleine d'énergie et je me demande parfois d'où elle vient et c'est vraiment magnifique, quoi. J'ai donné la vie à Caroline une première fois en 82 et très heureusement pour nous deux, j'ai pu redonner la vie à Caroline ici le 16 février 2010. Voir son enfant souffrir au quotidien, bon, alors que nous on était en pleine santé, c'est vraiment très dur à gérer. Et bon, quand elle appelait, ben, c'était les maux de tête, c'était les nausées, c'était des problèmes d'hypertension. Cette période-là a duré 10 ans où elle a vraiment souffert. Et donc on a été contents d'arriver à l'issue, c'est-à-dire à la greffe proprement dite.